suivre cette nouvelle vidéo dans le cadre de la nuit de la lecture. Pour cette deuxième vidéo, on va vous présenter nos coups de cœur de la rentrée littéraire d'hiver. Cette année, la nuit de la lecture, c'est autour de la thématique relire le monde, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Et donc on a fait le choix de vous parler essentiellement de nos coups de cœur en littérature étrangère, mais vous y trouverez aussi quelques romans français dont on n'a pas pu ne pas vous parler parce que ce sont de très très bons romans. Et puis on va commencer donc autour de cette présentation de la rentrée littéraire. Et on va commencer avec Les Vilaines de Camila Sosa Villada. Je vais à présent vous parler de ce roman, Les Vilaines, de Camila Sosa Villada, qui nous vient d'Argentine. C'est un premier roman, le premier roman de Camila Sosa Villada, qui est une jeune femme assez étonnante. Elle fut prostituée, vendeuse de rue, femme de chambre, actrice, chanteuse et aussi romancière. Aujourd'hui, elle est très connue en Argentine. Et donc, ce que nous propose Métellier pour cette rentrée d'hiver, c'est son premier roman. Ce premier roman, il se passe dans une communauté, la communauté trans de Córdoba. C'est une communauté qui se retrouve autour d'une femme qu'on appelle Tante Encarna, qui se rassemble autour aussi d'un parc pour se prostituer et qui va avoir cette femme va avoir le rôle de mère pour beaucoup d'entre elles. C'est une femme qui a une grande maison, qui est un refuge pour beaucoup de trans, et on va avoir donc la vie de cette communauté. On suit un personnage en particulier dont on n'a pas tout de suite le nom, qui va nous raconter à la fois sa vie à Córdoba et son enfance très difficile, avec un père plutôt macho, plutôt violent aussi, une mère qui se noie un peu dans le désespoir et dont il a l'impression très vite d'être la déception. C'est un roman qui est extrêmement bien écrit. C'est une communauté extrêmement joyeuse et à la fois pleine de désespoir. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce roman. On va voir tout l'éclat que peuvent avoir ces femmes qui vivent avec les paillettes, avec les couleurs, qui sont des femmes qui ont autant aussi de noirceur, de désespoir, qui vivent dans une misère assez atroce et en même temps qui on a l'impression que jamais elles ne se plaignent vraiment. Il y a énormément de violence en elles et en même temps beaucoup de douceur. Tout est fait comme ça dans ce choc des émotions, ce choc des sensations également. Ce qui va faire aussi un des sujets du livre, c'est que Tante Encarna va trouver à un endroit dans le parc complètement abandonné un bébé, et elle va le prendre avec elle. Ça va devenir son fils, elle va le cacher pendant très longtemps, elle va s'en occuper. Et ça va être aussi le fils d'une communauté. On l'appelle éclat des yeux, et ça va être un enfant qui est autant sauveur qui va être destructeur à un moment donné. C'est très très beau, c'est un roman fulgurant avec de la poésie, et je voulais vous en lire un passage pour vous montrer un peu les mots qu'utilise cet auteur. Le ciel des trans doit être beau, comme les paysages éblouissants de la mémoire, un lieu où passer l'éternité sans s'ennuyer. Les louves trans, qui meurent en hiver, sont accueillies en grande pompe et dans la plus grande joie. Dans ce monde parallèle, elles reçoivent toute la bonté que le monde n'a pas daigné leur concéder. En attendant, celles de nous qui restent brodent les paillettes sur nos lincels. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman qui vous laissera pas indifférent, je vous l'assure, qui est un roman vraiment, je vous le disais, plein d'émotions.
moi je vais vous parler d'un livre qui est sorti à la rentrée littéraire du mois de janvier. Alors, c'est un livre qui s'appelle Les Danseurs de l'Aube de la romancière Marie Charelle aux éditions de l'Observatoire. Alors, Marie Charelle est journaliste au Monde et romancière française et c'est son 6e roman qu'elle vient d'écrire. Alors, Marie Charelle retrace l'histoire et la vie du danseur de flamenco russe d'origine juive, Sylvain Rubinstein. Alors, dans les années 30, il danse en compagnie de sa sœur jumelle, Maria, sous le pseudonyme de Emporio et Dolores. Leur duo était alors magnétique. Ils enflamment les scènes des plus grandes capitales européennes avant que n'éclate la guerre. Contraints d'arrêter leur art suite aux lois antisémites, ils retournent vivre en Pologne. Sa sœur retourne voir sa mère et elles seront toutes deux déportées à Treblinka. Dès lors, Sylvain aura alors une haine totale envers les nazis et une soif de vengeance inaltérable. Il entrera dans la résistance et s'habillera en femme pour accomplir ses missions. À la fin de la guerre, il rejoindra Hambourg et remontera sur scène sous les traits de Dolores. En parallèle, il y a aussi une histoire contemporaine qui est racontée. C'est à partir d'une photo d'un duo de danseurs de flamenco que commence l'histoire d'un garçon aux allures féminines prénommé Lucas et d'une jeune polonaise Iva qui se sont rencontrés sur la scène. Cette rencontre entre deux passionnés de flamenco les conduira dans un road trip afin d'apprendre les subtilités de cette danse. Lucas sera en quête d'identité, tandis qu'Iva sera prisonnière de la sienne. Alors j'ai décidé de vous lire un petit extrait pour vous montrer la teneur des mots qui sont très importants pour vous faire découvrir cette danse. Alors, cette fille a le duende, constate Lucas fasciné. Ce pouvoir a l'essence même du flamenco andalou sur lequel personne n'est capable de mettre des mots. Cette mystique du corps plongeant dans les sécrétions de l'existence, brûlante et douce, puisant dans la douleur pour créer le sublime. Car le duende ne s'épanouit que lorsque la vie rencontre la mort à l'endroit précis où les deux entrent en lutte. Ce livre de Marie Charelle est très bien écrit, rédigé avec élégance et on sent qu'elle a un don pour raconter des histoires passionnantes. Elle rend vraiment hommage à cette figure historique, oubliée, à ce danseur de flamenco qui est Sylvain Rubinstein. C'est extrêmement bien documenté et elle nous plonge au cœur de l'histoire du XXe siècle. Et on est vraiment au cœur de la passion qui anime les danseurs de flamenco et qui nous font ressentir leur tempérament, leur force et leur rage. Ils sont vraiment lumineux, épris de liberté et profondeur de leurs droits. À présent, je vais vous parler d'un roman. C'est également un premier roman qui s'appelle Sans toucher terre d'Anki Ronka, publié chez Rivage. Antti Ronka est un auteur très jeune, il a 24 ans je crois, et c'est un auteur finlandais. Ce roman est un véritable phénomène en Finlande. C'est un roman d'une jeunesse, c'est un roman sociétal aussi et profondément intime qui m'a énormément touchée. Dans ce roman, on va suivre la trajectoire de Haro qui quitte son village pour partir à l'université. Il espère, dans ce départ pour l'université, avoir un nouveau départ, de recommencer un peu sa vie, de reprendre sa vie à zéro. C'est un personnage, dès le départ, que l'on sent extrêmement angoissé, que l'on sent miné par une noirceur, par quelque chose à l'intérieur de lui-même. Et puis très vite, il se rend compte que ce ne sera pas le départ attendu. Il fait mine, il joue comme un acteur, essayant de faire taire ses angoisses qui sont des angoisses liées à la sociabilité, qui sont liées aux autres. Dans ce roman, on va parler de harcèlement scolaire, parce que oui, l'état mental de Haro a ses origines en partie dans son enfance. Et puis on va parler aussi de cette envie de résilience, de ce maintien et de cette envie de s'en sortir. C'est un roman vraiment que j'ai trouvé passionnant parce que
il le fait avec beaucoup de douceur. C'est très très bien écrit, très bien traduit aussi. Ça va être aussi un roman d'amour, l'amour des parents qui comprennent assez vite qu'il y a quelque chose qui cloche mais qui n'arrivent pas à mettre de mots dessus, qui va être aussi l'histoire d'un amour qui va pouvoir sauver ce jeune homme. Voilà, c'est un roman que j'ai bien aimé parce qu'on est vraiment dans une jeunesse. On parle de harcèlement scolaire, mais surtout des suites de ce harcèlement scolaire. On va parler de cette angoisse qui devient une angoisse qui prend l'être complètement, et il le dit assez souvent qu'il ne sait pas qui il est, qu'il s'est toujours construit par rapport aux autres. Et voilà, c'est un roman sur une jeunesse, sur une adolescence. C'est pas un roman d'apprentissage pour moi, on est vraiment plutôt sur une construction. Et donc je vous lis juste un passage. Flirter avec la fin du monde, idolâtrer la solitude et tenir à distance de la réalité par détermination, presque par idéologie. Tout à coup, cette carapace disparaît. En compagnie de cette fille, il n'en reste que des vestiges insignifiants, embarrassants, que je peux lacérer comme un papier dans l'emballage. Voilà. Si vous aimez les romans d'enfance, les romans de construction de soi, les romans très intimes, je vous le conseille énormément. Je vais maintenant vous parler d'un des romans français dont je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler, qui est le dernier roman de Gaëlle Josse, Ce matin-là, publié chez Noir sur Blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gaëlle Josse est une romancière française. Elle a été essentiellement connue pour Le dernier gardien d'Alice Island, Une femme en contre-jour ou Une longue impatience. C'est aussi, tout comme Olaf de Tyr, une autrice coup de cœur que l'on aime beaucoup, Héloïse et moi, autour de son écriture, qui est une écriture extrêmement douce, pleine d'humanité. Ici, on va vous parler d'une jeune femme et puis d'un mal qu'on appelle aujourd'hui le mal du siècle, en partie, qui est le burn-out. On va suivre la trajectoire d'une jeune femme, Clara, qui un jour n'ira pas travailler. Il y a quelque chose qui coince, il y a un grain de sable qui se bloque et qui bloque le rouage dans son monde où tout était prévu. Ce roman, il commence vraiment avec, au premier chapitre, pour moi, une phrase. Au bord du jour, une certitude, une seule, gagne du terrain et s'accroche. Aujourd'hui, elle n'ira pas travailler. Ce matin-là. Et ce matin-là, c'est le matin de la bascule, celui où une angoisse existentielle va prendre possession de son corps, de son esprit, et qui va la rendre complètement apathique. Elle veut s'en sortir, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas de quoi elle souffre, elle n'arrive pas à mettre de mots. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce roman, c'est la douceur, la manière dont Gaëlle Josse va parler de cette femme. C'est très très beau. Gaëlle Josse, elle écrit, on a une citation de Gaëlle Josse juste en bandeau comme ça. J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur l'épaule, et c'est véritablement ça. C'est une main posée sur l'épaule de ceux qui souffrent de burn-out. C'est fait avec beaucoup de délicatesse, je disais, de douceur. C'est un roman qui nous permet de nous plonger dans cet esprit qui est Clara, en partie parce que on va voir ce que c'est que le burn-out vraiment. Elle nous le fait ressentir. Souvent les gens qui souffrent de cette maladie, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils ne font rien pour. Et là, on comprend pourquoi, on comprend ce qui se passe, on comprend la volonté de réussir à surmonter les choses. C'est un roman intime, c'est un roman très psychologique et c'est un roman que l'on n'oublie pas, qui nous prend par la main et qui nous fait ressentir les choses pour qu'on comprenne notre société. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous le partager sur cette thématique de relire le monde.
parce qu'il y a ça aussi, relire le monde, c'est aussi lire ce que l'on a en face de soi, ce que l'on comprend des autres, et puis la relecture face à quelqu'un, on relit la personne. Je l'approche aussi en partie de celui que je vous avais présenté juste avant, Sans toucher terre, dans Chironka, avec deux angoisses existentielles très différentes. Alors, je vais maintenant vous parler du livre d'Anne Patchett, La maison des Hollandais, chez Actes Sud. Alors, Anne Patchett est une auteure américaine originaire de Nashville. Alors, ce roman est très attendu après la parution en 2019 de son dernier livre, Orange amer. Alors, dans ce livre, on fait la connaissance de Danny, un petit garçon que l'on voit grandir à travers ses pages. Son histoire débute en banlieue de Philadelphie, dans une grande demeure autrefois habitée par des Hollandais dont les portraits restent affichés sur les murs. Sa mère quitte le domicile quand il est petit, son père est très distant, mais heureusement il entretient avec sa sœur aînée un lien indéfectible. Leur complicité sera sans faille. Puis leur père leur présente une femme, Andrea. Aussitôt, Danny et Maeve perçoivent qu'Andrea porte beaucoup plus d'intérêt à leur maison, la maison des Hollandais. Elle est très curieuse et semble attirée par ses somptueux volumes, le luxe autour de cette demeure. Donc on suit le frère et la sœur durant plusieurs décennies, loin de cette fascinante demeure qu'ils ont dû quitter. Mais le passé ne cesse d'influer sur leur vie d'adultes entre regrets, colère et tristesse. Danny et Maeve ne parviennent pas à se libérer de l'emprise de cette maison et reviennent régulièrement observer le lieu de leur enfance depuis la rue. Alors j'ai décidé de vous lire un petit passage de ce livre. Après sa première apparition à la maison des Hollandais, Andrea a traîné comme un virus. Dès qu'on était sûr de l'avoir vue pour la dernière fois et que son nom n'avait plus été prononcé depuis des mois, voilà qu'elle réapparaissait à la table du dîner, d'abord refroidie par son absence, puis se réchauffant lentement avec le temps. Andrea, au summum de sa chaleur, avait pour unique sujet de conversation la maison. Elle discutait interminablement du moindre détail, d'une moulure ou calculait la hauteur exacte des plafonds, comme si nous venions de découvrir leur existence. Alors l'auteur Anne Patchett s'attache à décrire l'enfance, à raconter qu'un endroit où l'on a vécu peut conserver tant de souvenirs. Ce lieu leur confère un point d'ancrage, un retour possible aux sources. Au cœur de ce roman, la famille est analysée de sa complexité à une belle et tendre relation fraternelle. Donc c'est un livre, un roman subtil et poignant sur les liens et les lieux de l'enfance qui restent ancrés tout au long de notre vie. À présent, je vais vous parler d'un romancier que j'ai découvert pour la première fois dans cette rentrée littéraire. C'est un premier roman. Ce romancier s'appelle Ocean Vuong et il écrit Un bref instant de splendeur, publié chez Gallimard. C'est un premier roman dont on commence pas mal à parler, qui est vraiment un roman absolument magnifique, surtout dans sa langue. Ce romancier donc, nous vient des États-Unis et il est d'origine vietnamienne. Il est surtout connu pour sa poésie qui a déjà reçu énormément de prix littéraires aux États-Unis. Et dans ce roman, on trouve aussi cet aspect poétique de la langue, cet aspect du style de Sean Vuong qui travaille sa langue avec une rythmique, avec beaucoup de douceur. Dans ce roman, on va nous parler en premier des traumatismes des origines. Sa mère, sa grand-mère ont vécu la guerre du Vietnam et ne sont arrivées, je crois que dans les années 90, aux États-Unis. Il faut savoir que ce roman est en grande partie autobiographique où il révèle énormément de choses. Ce roman, il est construit comme une très longue lettre, une lettre à la mère, une lettre qu'elle ne lira jamais,
puisque toute sa vie, notre narrateur va être en porte-à-faux par rapport à la langue, par rapport à cette langue, le vietnamien qu'il parle, mais sa mère ne comprend pas l'anglais. Il est le seul à traduire, il devient très vite traducteur de la famille pour sa mère et sa grand-mère. Et on voit ce manque de la langue maternelle. C'est un roman aussi dans lequel il parle de son homosexualité, de la manière dont il l'a vécu, de son grand amour qui était Trevor, un jeune redneck comme il le dit, qui espère toujours que ce sera une passade pour lui. Il ne peut pas être pédé comme il le dit. Voilà, c'est un roman sur les origines, sur la construction d'un être, sur la manière dont on prend le passé et qu'on essaie de s'en faire quelque chose, que ce soit une carapace, que ce soit quelque chose que l'on traîne, la manière dont on prend ce passé. C'est un roman qui est vraiment magnifique et surtout, le style est absolument voilà, une splendeur, comme le titre l'indique. C'est une splendeur, c'est un roman qu'on ne lâche pas, qui est vraiment magnifique. Il est temps maintenant de vous présenter un roman qui s'appelle Analphabète de Mick Kitson, publié chez Métellier. Ce roman sortira le 28 janvier, donc je vous en parle un peu à l'avance. Mick Kitson, c'est un auteur de Grande-Bretagne, il vit aujourd'hui en Écosse et il est né au Pays de Galles. Il est connu autour de son premier roman, enfin son précédent, qui s'appelait Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, qui avait fait pas mal parler de lui à la rentrée littéraire dernière, en septembre 2019. Dans ce roman, Analphabète, on va suivre deux personnages, une femme qui doit avoir une cinquantaine d'années, 40-50 ans, et puis un jeune homme que l'on retrouve qui vient de perdre son père, et son père sur son lit de mort lui donne le nom de sa mère qui l'a abandonné quand il était tout juste né. Elle s'appelle Mary Peace. On comprend très vite aussi que ce jeune homme, malgré le fait qu'il a promis à son père de ne jamais essayer de retrouver sa mère, un peu comme une bravade, va essayer de retrouver cette femme. Cette femme, on en parle, elle se fait appeler Maria, avec des origines espagnoles, italiennes, et c'est une femme qui n'a pas d'immatriculation, elle n'est connue d'aucun service, elle ne paye pas d'impôts, elle n'a pas de sécurité sociale, elle est inconnue, elle n'existe sur aucun registre. Cette femme, on va apprendre aussi son histoire à travers des retours en arrière. Il s'avère que cette jeune femme est née dans une secte dans les années 80, 70-80, très New Age, et le garçon va aussi rencontrer son grand-père. Cette femme, Mary Peace, elle ne se construit que sur des larcins, sur des arnaques, et puis on comprend qu'elle laisse derrière elle des hommes un peu déstabilisés parce qu'ils se sont fait avoir par une femme. C'est un roman que j'ai trouvé assez passionnant, tout simplement parce qu'on va parler des sectes. Analphabète raconte en fait l'histoire de cette jeune femme qui est analphabète, qui n'a appris ni à lire ni à écrire et qui arrive malgré tout à vivre. On va parler donc d'une secte, de l'embrigadement, de la manière dont elle va se construire sur des choses sur lesquelles nous on ne penserait pas, son apprentissage, son éducation se fait sur des bases plus que douteuses. Et donc on va voir vraiment l'histoire de cette femme. C'est vraiment passionnant parce qu'on mène ça un peu comme une enquête. On va découvrir un personnage qui est énigmatique, qui est aussi assez fascinant. Et Mick Kitson le fait avec vraiment beaucoup de... Ouais, j'ai trouvé avec beaucoup de suspense dans ce roman. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un roman à découvrir. Avec ce roman, direction les plaines et les paysages du Québec.
Gabrielle Filtoshiba est une jeune femme qui est journaliste, romancière. C'est son premier roman et que l'on découvre pour cette rentrée littéraire. C'est un roman d'hiver, c'est un roman qui va nous raconter sa survie et à la fois son voyage, je dirais, dans une cabane. Elle en a marre du monde, elle en a marre du capitalisme, elle en a marre de la surconsommation, elle a envie de tout quitter et de partir vivre en pleine nature. C'est ce qu'elle fait, c'est en partie très autobiographique, et elle le fait en lâchant tout, en se trouvant vraiment une toute petite cabane qui laisse passer le froid, qui laisse passer l'air, et donc on va avoir son récit comme un petit journal. Elle nous donne quelques notes qui sont très drôles de cette expérience. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un roman court qui nous fait du bien parce que ça nous dépayse complètement. Elle le fait avec beaucoup d'humour, comme je le disais, et on va parler aussi de ses désirs, de sa manière de survivre. On est en pleine nature sauvage, on est en plein hiver, un hiver extrêmement froid, les hivers du Québec. Et puis on va comprendre très vite que cette cabane va être autant une libération qu'une prison, parce que elle ne va pouvoir penser qu'à sa survie. Elle aimerait écrire, elle aimerait faire des choses, et finalement ce qu'il faut, c'est qu'elle empêche le feu de s'éteindre, qu'elle aille couper les bûches. Elle rêve aussi, il y a énormément de désirs, elle rêve aussi d'un homme qui viendrait la sortir de son ennui. On ne sait pas si ça arrivera ou pas, vous le découvrirez. On parle en partie d'écologie. C'est un roman très court, effectivement, mais alors ça fait du bien. C'est un roman qui nous permet de partir un peu en voyage avec elle, de partir dans les plaines. C'est vraiment super. Et j'avais juste envie de vous partager quelques extraits qui sont géniaux, qui entrecoupent finalement le récit avec des listes. Donc elle fait des listes pendant cette expérience. Donc on a cher journal, je serai bientôt une sculpture de glace, et puis elle nous fait des listes. Liste numéro 117. Chose à ne pas oublier la prochaine fois. Une bouillotte, l'histoire des explorateurs morts gelés dans le Grand Nord, un sac de couchage, moins 1000 degrés Celsius, tous les bas de laine en alpaga que j'ai donnés en cadeau en revenant du Pérou pour les enfiler les uns par-dessus les autres, la meilleure bouteille de scotch d'Écosse, sans glaçon, et un homme velu pour faire du pot à pot. Voilà, elle le fait donc avec énormément d'humour, avec un humour un peu noir aussi. Donc un roman court à déguster. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec un roman qui a été vraiment un énorme coup de cœur, qui s'appelle 3 nuits dans la vie de Berthe Morisot, de Mika Berman, qui avait déjà fait autour de Paul Cézanne. Ici, effectivement, on part pour 3 nuits, un week-end que Berthe Morisot va passer à la campagne avec son mari. Elle va passer ce week-end dans la maison familiale d'Eugène Mallet, qui est le frère d'Édouard Manet, son mari, et elle le fait, donc elle part avec ses pinceaux, elle part avec son chevalet, c'est une impressionniste, et elle va nous faire vivre ces 3 jours. Ces 3 jours, c'est très beau, c'est vraiment ça nous permet de faire une parenthèse dans notre vie quotidienne, ça se lit très rapidement, et en même temps ça nous fait énormément de bien. Elle va, dans ce roman, Mika Berman va vraiment capter les lumières, va capter les ambiances, va capter la peinture, et il va nous raconter l'érotisme que peut dégager une peinture, mais aussi l'érotisme des chairs, le désir puissant d'une femme qui n'est pas comme les autres, qui est libre, indépendante, qui a envie de découvrir son corps et le corps de son compagnon, mais aussi d'expérimenter d'autres choses. C'est un roman en partie érotique, mais c'est un roman aussi qui laisse la place à la douceur voilà, érotique des lumières, de la captation, de la matière. C'est très beau.
c'est vraiment, comme je le disais, une petite parenthèse dans la vie quotidienne. Je vous le conseille énormément, ça fait du bien en ces temps où on est cloîtré chez soi et où on a envie de s'évader, c'est le roman qu'il faut. Bien, j'espère qu'on vous a donné envie de lire ces superbes romans qui nous ont tous touchés de manière très différente chacun, qui ont été tous des surprises, en tout cas pour moi. J'espère que, voilà, n'hésitez pas à nous en demander plus, à nous les demander en librairie, on sera ravis de vous les conseiller. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai les coups de cœur en format poche qui vont bientôt sortir, parce que le format poche, ce qui est génial, c'est que on a l'occasion de refaire vivre des romans que l'on a adorés, qu'on a eu envie de vous conseiller, qu'on a attendu très longtemps pour certains, qui sortent en poche, et donc ça permet de vous reparler de certains de nos très grands coups de cœur. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. A très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt en librairie.